Professeur Hedi Zaïm, vous êtes à plus de 7000 km de Tunis, à l'autre bout de l'Afrique, et vous devez être le premier, mais de toute façon vous êtes le seul Tunisien actuellement établi en Namibie. Dans quel cadre? Je crois que je suis le seul Tunisien, avec ma femme, bien sûr. Parce que quand je suis parti à travers la coopération technique. Et quand je me suis présenté à l'agence de coopération technique, ils m'ont dit que j'étais le premier Tunisien, de toute façon, qui partait à travers la coopération technique. Et mon dossier, c'est NAM 01. Ils m'ont mis le symbole du pays. Donc, dans quel cadre c'est... bon, je sais à travers un bureau de conseil international qui a voulu participer à un projet. Le projet, c'est un projet de réforme du financement de l'enseignement supérieur en Namibie. Et ils m'ont proposé d'être le chef d'équipe pour ce projet. Ils ont été sélectionnés. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Namibie en fin 2011, octobre 2011. Je suis parti pour 2 ans et ça va faire maintenant plus que 4 ans. Ça fait plus que 4 ans. Mais j'espère que ça va être bientôt fini. Comment est la Namibie? On ne connaît pas, nous, l'Afrique australe. On parle beaucoup que l'Afrique, c'est un peu notre avenir, mais on pense surtout à l'Afrique francophone. La Namibie est un pays, je trouve, c'est un satellite de l'Afrique du Sud. Historiquement, ils ont des liens historiques. C'est un pays qui est très vaste par la superficie, il fait, je crois, 5 fois la Tunisie, mais qui est peu peuplé. Il n'y a que 2 400 000 habitants actuellement, parce que c'est un pays dont la majeure partie est désertique. Le Kalahari et le désert des Namibes qui donne son nom au pays. L'ancien nom de la Namibie, c'est l'Afrique de l'Ouest, sud-ouest africain. Et c'est devenu la Namibie après son indépendance en 90. C'est un pays jeune. Indépendance parce que la Namibie était colonisée d'abord par les Allemands, oui. Puis passée à l'Afrique du Sud. Après la défaite de l'Allemagne, oui. Lors de la Première Guerre mondiale, elle a été reprise par les Anglais, ensuite cédée à l'Afrique du Sud. Ils ont eu leur indépendance en 90. C'est un pays qui a fêté l'année dernière ses 25 ans d'indépendance. Donc, c'est considéré comme l'un des plus beaux pays. C'est très beau, moi j'étais étonné. Très beau pays, avec une grande variété de paysages. Ils savent exploiter le désert. Là, j'ai compris la valeur du désert en Namibie. Et le tourisme constitue, par exemple, un secteur d'avenir pour le pays. C'est cher, la Namibie. En touriste, ce n'est pas comme chez nous. Oui. Le revenu moyen par tête d'habitant est assez important. Le revenu moyen est important. Quand on parle de l'Afrique, on pense à l'Afrique francophone, mais en fait, l'argent et les moyens sont dans l'Afrique australe. C'est un pays où le revenu fait 10 fois le revenu d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un peu mieux que la Tunisie. C'est un pays qui fait partie de la tranche supérieure des revenus moyens. Avec des richesses minières? Oui, c'est un pays dont les principales richesses sont minières. L'uranium, Areva, par exemple, avec le diamant. Ce n'est pas le premier producteur dans la région, mais il paraît que c'est la meilleure qualité de diamant fédénien. C'est un pays qui a aussi la pêche, c'est très riche. La côte, ils ont une très grande côte atlantique. Et quand le gouvernement vous donne une autorisation de pêcher, c'est pour ramasser de l'argent. C'est un secteur, par exemple, intéressant pour les Tunisiens, parce que qu'est-ce qui se passe? L'État donne une autorisation et les Namibiens louent cela à des Russes ou à des qui exploitent ça. Et le tourisme, je pense que c'est un des secteurs d'avenir pour la Namibie. C'est select, c'est du tourisme de haut niveau. Vous êtes conseiller du gouvernement pour la réforme de l'enseignement supérieur à travers 2 systèmes de financement. Oui. Avec quel esprit vous avez abordé cette mission? Vous savez, je suis très à l'aise question financement. C'est comme ça qu'on a été sélectionné
J'ai un background. Donc c'est un truc où je suis à l'aise. Mais tu sais, quand tu arrives en tant qu'expert dans un pays où surtout que c'est une question très sensible, le financement, et politiquement très sensible. Je vous ai dit qu'il y a un background de lutte entre les universités, etc. Alors, un mois après m'être établi en Namibie, j'ai fait mes contacts. Et le ministre m'a invité à une réunion avec tout le staff du ministère pour présenter un peu les grandes lignes du projet. Et quand j'ai fini ma présentation, le ministre m'a posé une question un peu qui aurait pu de bousculer quelqu'un. Il m'a dit, est-ce que vous avez fait chez vous ce que vous voulez faire chez nous? Je lui ai dit, j'espère que je vais faire chez vous ce dont j'ai rêvé pour mon pays, mais que je n'ai pas pu faire. Et je lui ai dit, vous savez que nous avons eu une révolution il n'y a pas longtemps, et que derrière cette révolution, il y avait surtout les jeunes, et surtout les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, et les jeunes dans les universités. Si on avait changé à temps nos affaires, peut-être qu'on aurait évité une révolution. Avec le recul, avec l'éloignement, parce que ça fait à peu près 4 ans que vous êtes loin de Tunis, vous regardez ce qui se passe dans votre pays natal de loin, quel regard vous promenez sur la situation actuelle en Tunisie et sur l'enseignement supérieur, sur la réforme et sur le développement? Avec les moyens de communication, on n'est plus tellement loin. Le seul, c'est vrai, je suis loin parce que je suis totalement immergé dans un autre monde. Mais maintenant, quand quelque chose se passe en Tunisie, je l'apprends dans l'heure qui suit, en général, avec les moyens de communication. Donc, je suis loin sans être très loin. La situation est très difficile en Tunisie, très difficile. C'est vrai, quand vous voyez ce qu'on fait, ce qui se passe ces derniers temps, les problèmes que nous vivons ces jours-ci, j'ai écrit sur vos colonnes qu'il ne faut pas blâmer le gouvernement parce que personne n'a de solution. Mais ce n'est pas... quand on est au pouvoir, on doit avoir des solutions, si vous voulez. Donc, à mon avis, moi je suis un peu plus optimiste qu'il y a un mois, malgré. Pourquoi? Parce que sur le plan des émeutes et des problèmes, on a l'impression qu'on maîtrise un peu mieux l'aspect sécuritaire. J'ai l'impression. Et ça, c'est très important. Il n'y a rien qui puisse se faire, surtout sur le plan économique, si on ne stabilise pas la situation sécuritaire, la situation politique dans le pays. Et bien sûr, dans un pays, petit pays comme la Tunisie, et qui est qui fait partie d'un groupe qui est totalement en train de bouger et d'affecter par la même mouvance, notre avenir dépend aussi de ce qui va passer à l'extérieur. Ce qui va se passer en Libye, c'est très important. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut être peut-être dans le secret des dieux. Mais sur le plan intérieur, j'ai l'impression que peut-être on va faire des progrès sur le plan de la stabilisation, qui est très importante et fondamentale. Rien ne peut se faire sans ça. Si les vents sont favorables autour de nous, on s'en sortira. Avec des réformes intéressantes, substantielles, profondes pour l'université et l'enseignement supérieur de manière générale? Voilà, et malheureusement, j'ai toujours l'impression qu'on n'a pas encore compris quel est le problème de l'enseignement supérieur en Tunisie. On n'a pas compris. Si on ne s'attaque pas, c'est pas seulement dans l'enseignement supérieur, mais en particulier dans l'enseignement supérieur, au problème du financement, on ne fera rien dans l'enseignement supérieur. Tant on parle aujourd'hui de ce que j'ai fait en Namibie, un des volets de la réforme que j'ai menée, c'est mettre en place un modèle de financement des universités, ce qu'on appelle aussi une formule de financement, c'est-à-dire un ensemble de critères et d'indicateurs pour distribuer l'argent public sur les universités de manière à
réaliser des objectifs, assurer plus d'égalité dans l'accès, assurer une gestion efficace. L'exemple plus d'incitation pour les filières les moins demandées, mais les plus importantes pour le pays. Par exemple, toutes les formules de financement tiennent compte de... on ne peut... on parle d'autonomie des universités. Il n'y a pas d'autonomie des universités si on ne réforme pas le financement. Et il n'y a pas d'autonomie si on ne trouve pas d'autres ressources dans l'enseignement supérieur. Si vous regardez les dépenses par étudiant jusqu'à il y a 3 ou 4 ans en arrière, elles ont baissé en termes nominaux, moi en termes réels. Comment voulez-vous faire de la qualité sans ressources? Et on ne peut pas parler de réforme de l'université, d'autonomie des universités, sans un système de financement qui concrétise cette... la question de la professionnalisation, on se trompe. Maintenant, on a plongé comme ça dans certaines filières qu'on croyait prometteuses, et puis on se rend compte que c'est ces gens-là qui chôment le plus. Moi, quand j'ai quitté le ministère en début 2011, j'étais en charge, entre autres, du suivi du marché de l'emploi. Ceux qui étaient le plus touchés et ça reste encore vrai, par le chômage, c'est les techniciens supérieurs. Absolument. Mais c'est catastrophique, c'est des gens que nous avons défilés. Pourquoi? On ne peut pas faire. Ça coûte plus cher de former un technicien supérieur qu'un maîtrisard de droit. Ça demande des moyens, ça demande qu'on ait des moyens d'assurer des stages, qu'on ait des équipements, etc. Donc, sur les 240 000 jeunes diplômés tunisiens chômeurs, il y a 60 000 diplômés en physique-chimie et dans des spécialités très techniques. Exactement. Les gens accablent, le LMD, la réforme LMD, c'est pas vrai. La réforme LMD, son seul tort, c'est qu'elle a été menée de manière expéditive. Alors que c'est pas le LMD qui est responsable. Le LMD est venu peut-être aggraver avec la manière, mais c'est notre manière de voir l'enseignement supérieur. Tous les problèmes, c'est qu'on n'arrive pas à diversifier l'enseignement supérieur et à le professionnaliser. Moi, j'ai écrit aussi sur Leaders, j'ai écrit un papier qui est contre la suppression des 25%. Parce que ce n'est pas le problème. Le bac n'est plus le bac. Les gens n'ont pas compris. On ne peut pas avoir le bac que moi et toi avons passé. Le bac, maintenant, c'est autre chose. Et on ne doit pas regarder le bac de manière uniforme. Il y a des gens qui réussissent avec 9, mais pour lesquels il faut trouver leur voie. Et d'autres. Nous devons adapter l'enseignement supérieur à l'intrant, améliorer l'intrant. Mais aujourd'hui, on n'a pas très bien compris encore la situation. Les études sont payantes en Namibie. Hein? Les études sont payantes. Un étudiant dans l'université publique paye en moyenne 2000 dinars. Mais il y a un grand support public. Il y a un système de bourse et de crédit pour tout le monde pratiquement. Ne parlons pas des hérités, non, pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose, vous savez, il y a ce qu'on appelle des modèles de financement de l'enseignement supérieur. Ou bien il y a 4 modèles. Le meilleur modèle, c'est celui où les gens payent, mais sont soutenus financièrement avec un bon système d'assistance financière. Si l'étudiant payait, quand je dis l'étudiant paye, aujourd'hui les familles n'arrivent pas à envoyer leur enfant à l'université. Non. Il doit payer de manière différée à travers un système de crédit. S'il paye, la qualité va changer. Parce que le comportement des acteurs va changer. Le comportement d'étudiants change. Le comportement des enseignants auxquels on peut reprocher certaines choses va changer vis-à-vis. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire ce qui est gratuit, c'est pas toujours... Mais ça, c'est très difficile à faire. Et pour faire passer et soutenir cette idée en Namibie, eh ben, j'ai eu l'accord des syndicats. J'ai eu l'accord des unions d'étudiants. Ça s'appelle le LANSO, le Namibia National Student Organization. Les étudiants sont d'accord quand tu leur expliques que, en fait, payer, ça ne veut pas dire payer, mais ça veut dire sentir que ce que vous avez, vous le payez,
moyennant un bon système de soutien. Alors, le meilleur modèle de financement, c'est quand tout le monde paye, mais il est supporté financièrement par un système de crédit et de bourse adéquat. Et ça, c'est très difficile à faire passer en Tunisie. Et je leur dis, moi, supposons un étudiant paye 1000 dinars par an. Moi, je suis paye 1000 dinars. En 5 ans d'études, combien il va payer? 5000 dinars. Si c'est 5000 dinars qu'il paye, il lui évite 2 années de chômage. Combien lui coûte 2 années de chômage? Ça lui coûte au moins 10 000 dinars ou 12 000 dinars de perdu. Si ce que je paye se traduit par une amélioration de mon employabilité, parce que j'améliore la qualité de l'éducation que je reçois, alors un petit calcul montre qu'on se trompe en cherchant la gratuité. Alors c'est une catastrophe. La gratuité va engendrer, maintenant on le voit, le primaire et on le voit, va venir au secondaire, la fuite vers le privé pour ceux qui veulent payer et la mauvaise qualité pour ceux qui ne peuvent pas payer. Alors que ceux qui peuvent payer, payent et qu'on améliore le secteur public. On ne peut pas améliorer le secteur public comme ça. C'est pas par là. Raoul, c'est un slogan difficile à faire passer. Il faut que les gens prennent conscience que c'est pas par la gratuité qu'on fait du social. Ceux qui peuvent payer envoient leurs enfants aller dans des écoles privées. C'est une catastrophe. Ces gens, le public, pourquoi ils ne payent pas et des cours supplémentaires, des études privées. Ça améliore, c'est ça, tout le monde. Et moi, je me rappelle, il y avait un président d'université qui, dans une réunion du conseil d'université, dit, monsieur le ministre, c'est pas possible. L'année dernière, j'avais ma fille qui était au bac, je payais 250 dinars par mois pour des cours particuliers, et cette année, elle est à l'université, je paye 100 dinars par an. Et moi, je suis prêt à payer plus pour que ça aille mieux à l'université. La question du financement, quand je dis question de financement, ça ne veut pas dire plus d'argent seulement, mais où prendre l'argent, comment distribuer l'argent aux universités, comment faire de l'argent un moyen d'inciter à la qualité. Excellent. Professeur Hedi Zaïm, maître de conférence à l'Université de Tunis, vous avez été appelé par feu Deli Djezi, alors ministre d'Enseignement supérieur, à son cabinet. Puis, vous avez effectué une série de missions dans les pays d'Afrique centrale et d'Afrique surtout de l'Ouest. À peu près 7 ou 8 pays. 8 pays, tous les mois. Et vous avez élaboré beaucoup de stratégies. Aujourd'hui, avec toute cette expérience que vous avez, est-ce que vous comptez restituer ces enseignements dans un ouvrage, dans une réflexion consignée qui pourrait servir et pour la Tunisie et pour d'autres pays? C'est vrai, mon projet était d'écrire... J'ai les éléments. Il s'agit seulement... Parce que j'ai produit beaucoup de choses. J'ai publié certaines parties sur les inégalités, etc. Mon ambition était d'en faire un ouvrage. Mais j'y suis allé vers un autre projet de publication. Mais je crois que je vais y revenir. Dernière question pour revenir à la Namibie. La capitale Windhoek, une belle ville? Quand on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que vous voulez passer 2 ans à Windhoek? Windhoek, où est-ce que ça... Moi, je savais vaguement que la Namibie, c'était dans l'Afrique australe. Alors, pour m'encourager, mon partenaire m'a dit, vous savez, Windhoek est une très belle ville. C'est une capitale européenne. C'est vrai. C'est une ville où on voit la trace germanique. C'est une ville un peu allemande. Et chose étonnante pour un pays africain, même j'ai vu des Canadiens ou des Français, ils sont étonnés par la propreté de la ville. La propreté? Oui. Des Canadiens, des Européens? Dans la ville, vous ne voyez rarement un mégot dans la rue. C'est vrai. Ces gens ont peut-être plus que discipline qu'en nous. Les Allemands avaient imprimé leurs traces, leurs empreintes en termes de rigueur, de sérieux, de discipline. Exactement. Les Allemands, il y a actuellement, vous savez, Sam Nujum a suivi la trace, le chemin de Mandela, et la Namibie a gardé sa population blanche. Et c'est bien pour le pays, dans l'absolu. Il y a une dizaine de pourcents d'Allemands namibiens qui détiennent les rouages économiques souvent
pas la politique tellement, ils sont pas mais ils sont très présents et ça marque le pays. La trace, on la voit. Et peut-être cette tradition allemande de rigueur ou de travail est restée chez les Namibiens. Et c'est des gens très agréables et très accueillants. Donc vous encouragez les Tunisiens à y aller? J'encourage surtout que c'est un pays qui a beaucoup de promoteurs. Je crois que c'est un pays où les Tunisiens pourraient trouver beaucoup de place dans la pêche, dans le tourisme, dans aussi les travaux publics. C'est un pays qui se construit immense. C'est un pays, vous savez, avec des réseaux routiers. 75% des réseaux, c'est des pistes. C'est pas un pays très peuplé. J'encourage le problème de la langue. Bien sûr, nous avons le problème de la langue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Tunisiens tellement. Même s'il y a un peu d'Algériens, parce que à cause des relations historiques entre le FLN et le SWAPO, qui est le parti qui a mené la lutte de l'indépendance en Namibie. Espérons que vous ne serez pas le dernier Tunisien en Namibie. Inch'Allah, pas le dernier des Mohicans. Absolument.